Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte. C'est un podcast produit par Radio d'idées où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Aujourd'hui, on accueille Antoine Maille, aka Antoine May quand on prononce mal son nom de famille. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien, je suis très content d'être ici. Cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie, je travaille dans l'audiovisuel. Donc là, depuis quelques temps, plus en post-production, mais je varie mes plaisirs dès que je peux. Quelle voix radiophonique. C'est parce que je viens de me lever. Ok, pourquoi penses-tu que je t'ai invité sur ce tout nouveau podcast dans ce premier épisode ? Bienvenue, parlez-en autour de vous. Tu sais pourquoi je t'ai invité, du coup, sur ce nouveau podcast ? Parce que je dormais chez toi et du coup c'était le plus pratique. Parce qu'on a bossé ensemble sur un film, je pense. Et tu t'es dit, tiens, why not, quoi. Ouais, alors ça en fait partie. C'est parce que on a discuté une ou deux fois autour de la création et que je trouve que tu as une approche qui n'est pas commune à la création et à l'écriture notamment, vu que tu écris. La technicienne me regarde poser mon verre sur la table très lentement. C'est horrible pour elle. Pardon. Tu as une approche à l'écriture qui, je trouve, est assez surprenante, notamment sur un point que j'aimerais aborder avec toi. Avec plaisir. En fait, t'es une des seules personnes que je connais qui, quand t'écris pas forcément sur des trucs qu'on connaît... Ok, je reprends cette phrase qui, du coup, avait beaucoup trop de mots qui étaient les mêmes. Quand t'écris des courts-métrages, t'arrives à parler de sujets qui font pas forcément partie de notre quotidien. Et à notre âge, avec le peu, entre guillemets, d'expérience qu'on puisse avoir, même si tout est relatif, ça reste compliqué d'écrire sur autre chose que soi-même ou que des choses qu'on connaît dans la vie, quoi. Et ça se trouve, tu vois pas du tout de quoi je parle quand je te dis ça. Mais attends, on va peut-être arriver à un endroit où je te rejoins. Ok. Alors, par exemple, sur Hades, tu parles quand même d'un gars qui a perdu son bras, déjà. Genre, pourquoi pas, mais... Alors, déjà, Hades, pour expliquer ce que c'est un court-métrage sur... une bande de jeunes qui ont monté une espèce de start-up de suicide assisté où tu t'inscris pour passer la dernière soirée de ta vie et tu t'en réveilles pas. Et ça commence sur un garçon qui se réveille dans une baignoire nu avec un bras mort, mais en mode j'ai dormi dessus, le bras est mort, quoi. D'accord. Donc il est pas, enfin c'est pas genre il a perdu son bras sous une armoire. Mais voilà. Mais rien que cet aspect en fait de parler de suicide assisté, c'est méga fort. Et ok, désolé, je veux pas partir dans un truc qui est trop personnel. Non mais carrément, vas-y, lâche-toi. Okay. C'est en fait généralement quand on en vient à écrire sur ce genre de sujet, c'est que c'est quelque chose qu'on connaît. Et je te connais pas assez pour savoir si c'est quelque chose que tu connais dans ta vie. Mais du coup, c'est ultra intéressant si jamais c'est quelque chose que tu connais pas. Eh ben c'est quelque chose que je ne connais pas dans ma vie. Ok. J'ai pas du tout été confronté à ça. J'ai été confronté à des personnes qui se faisaient de la violence, etc. Mais j'ai jamais connu de suicide ou de personnes qui étaient en situation où on se posait la question du suicide assisté ou quoi. D'accord. Ça m'est jamais arrivé. Et du coup, si tu es conscient de cette idée, comment elle est arrivée, tu peux en parler ? Ouais, c'est très décevant, je pense. Mais pour moi, l'idée principale de Hades, c'était pas ça du tout. Pour moi, l'idée principale de Hades, c'était... En fait, je pars souvent d'un concept. Et là, pour Hades, le concept, c'était des gens qui se réveillent une soirée et qui passent la journée à préparer la deuxième soirée qui allait arriver, quoi. Et c'est un truc que j'ai pas mal vécu quand je vivais à Bordeaux avec tous mes potes techniciens qui étaient sur le film et tout ça, quand je squattais chez eux, où vraiment on se réveillait un matin, on passait la journée à discuter de tout et de rien, jouer aux cartes et ranger pour pouvoir refaire la fête le soir, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment creuser le truc, écrire les personnages, etc., tout ce qui ressortait des personnages m'a amené petit à petit vers cette idée de start-up, parce que j'avais envie de parler de la mort, de l'approche légère à la mort et tout ça, parce que eux c'est leur métier, mais ça va même plus loin que les croque-morts, puisque eux ils en font la fête de la mort, etc. Et ils tuent, c'est des serial killers médicinaux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, quand l'idée est venue de parler du suicide assisté, j'ai compris que le thème était plus fort que mon concept de base,
Et je suis vraiment parti là-dessus, quoi. Mais c'est vraiment arrivé par les personnages, et à force d'écrire, et qu'est-ce qui se passe ? Ah bah il y a un gars qui est mort sur le canapé, pourquoi il est là ? Pourquoi ça surprend personne ? Bah en fait c'est parce que c'est leur métier, etc. Ok. Du coup, t'as laissé un peu l'histoire te mener jusqu'au bout. Ouais, au moment où tu t'es rendu compte que le thème était plus fort, t'as laissé le truc parler, quoi. Ouais, mais c'est toujours comme ça que je fonctionne. Moi je pars toujours d'un concept, parce que c'est parce que c'est ce qui est le plus facile. Par exemple, pour Hades, bah, c'est ça le concept. J'ai d'autres films où il y a un concept qui est fort, et puis après, bah, j'écris autour, quoi. Parce que j'aime pas trop. Enfin, j'aime me dire qu'il y a une plus-value à juste voir mes personnages évoluer. Il faut qu'il y ait une plus-value, et c'est le concept. Pour moi, bon, c'est une façon d'écrire qui est un peu facile, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et pourquoi tu trouves ça plus facile ? Ben parce que il faut pas non plus que ton concept il prenne le pas sur ton écriture, quoi. Si c'est-à-dire tu vas trouver une idée que tu trouves originale, bah faut l'éclater cette idée pour qu'en survienne quelque chose d'intéressant. Dans Hades, j'ai essayé de faire en sorte que mes personnages soient au-dessus du concept et que leur idée de la mort et tout ça viennent prévaluer sur le concept que j'ai écrit. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que si tu restes enfermé dans ton concept, c'est une idée de court-métrage, quoi, ça dure 2 minutes, on est content, machin. Mais si tu réussis à l'éclater et à parler de thèmes forts à partir de ce concept, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, et du coup, c'est le concept qui vient nourrir tes personnages. Mais il faut l'éclater, quoi. Ok. Il faut réussir à trouver tous les axes possibles, imaginables, à partir de ce concept, et pas prendre cette facilité de se dire, j'ai un concept qui est fort, je parle là-dessus. Il faut essayer de le travailler, de le faire digérer par tes personnages, etc. Et voilà. Ok. Du coup, toujours sur cette idée, en fait, t'arrives à toucher des concepts qui sont a priori assez loin de ce qu'on connaît. Donc il y a ton futur court-métrage Zèbre, si je ne me trompe. C'est un nom de travail, hein. C'est un nom de travail. Titre provisoire, voilà. Entre parenthèses. Où en fait, tu parles d'une femme qui a perdu l'ouïe. Une pianiste qui a perdu l'ouïe. Elle n'a pas perdu l'ouïe, elle a perdu la capacité d'entendre la musique. D'accord. Si elle a une discussion, elle peut l'entendre, mais si elle a la radio qui tourne à côté, elle l'entend pas. D'accord. C'est l'idée. Ouf. Et alors, pour le coup, quand j'ai entendu parler de cette histoire, donc c'est Boris de Léguera qui m'en a parlé. Boris de Léguera. On te salue, Boris. Qui sera dans le 3e épisode, oui. C'est un petit teasing. Ouais, petit teasing. Et en fait, quand il m'a juste expliqué le concept, pour le coup, parce qu'on parle bien de là, concept. Carrément, là, c'est ça, c'est le concept de base. Juste, l'idée est dingue, en fait, parce que c'est un truc qu'on connaît pas vraiment. Enfin... Je crois. Ouais, je sais pas si c'est possible. C'est peut-être pas une maladie recensée en tout cas. Je sais pas si c'est possible. Et cette idée, elle est ultra forte, quoi. Et ça peut, pour le coup, c'est un concept qui peut puiser sur des émotions et un développement de personnages assez hallucinant. Bon, en fait, là, du coup, on en arrive au point où on risque de spéculer. Ok. Ou même, genre, de survendre le film, et quand il va sortir, il va être beaucoup moins bien. Du coup, on peut peut-être en parler là si tu veux. Mais oui, enfin, en tout cas, ça illustre complètement cette idée de concept et d'éclater le concept, parce qu'au final, quand j'écris le truc sur le zèbre, là, mon concept de base, c'était même pas ça. D'accord. C'était un truc avec un zèbre, au final. Mais quand j'écris le film, j'essaie de me détacher au maximum de cette histoire. En fait, il est plein de concepts en plus, zèbre, donc c'est un peu bizarre. J'ai mis plein de trucs dedans, c'est pour ça que ça va être un peu fouillé, voilà. Mais que j'ai encore un peu de travail dessus. Mais le concept de ne plus entendre la musique, en fait, c'est vraiment juste une métaphore du deuil de sa mère. Parce que c'est quand elle apprend la mort de sa mère qu'elle entend plus la musique, et entendre la musique, c'est la musique de la vie, etc. Enfin, tu vois, c'est tout ce sens-là. Et du coup, ça parle du deuil, quoi. Donc j'ai vraiment éclaté mon concept pour, à travers mes personnages, leur faire digérer le concept pour parler du deuil, de la solitude, et ça parle aussi de création et tout ça. Mais voilà, mais je pense qu'on va pas trop parler de zèbre. D'accord. Tout ça. Il y a pas de souci. Parce que c'est un truc qui est en devenir de sortir. Ouais. Et du coup, c'est un peu bizarre. Normal. Ouais. Trop cool. Et tu t'es frotté il y a pas longtemps à l'écriture, à plusieurs aussi. Je crois que j'ai cru savoir après une petite discussion d'un samedi soir. Ouais, c'est un truc que je faisais jamais. Déjà, en fait, moi, j'ai toujours bossé le plus possible seul, ou presque. Enfin, tout ce que je pouvais faire moi-même, je le faisais moi-même. Déjà pour pas déranger les gens, parce que c'est que du bénévolat. J'en suis vraiment à un stade de la création où je paye quasiment jamais les gens qui viennent bosser avec moi ou pour moi. Mais en tout cas, l'écriture, souvent le montage, enfin beaucoup de la post-prod et tout ça, même le cadre, beaucoup de ça, je le faisais moi-même pour pas déranger les gens, ou pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus simple, pour pas faire des journées à rallonge, enfin que pour des idées pratiques, quoi. Et petit à petit,
Maintenant, c'était le cas sur Hades par exemple, des trucs comme ça, j'essaie de lâcher des rôles que je tenais toujours pour moi. J'essaie de lâcher déjà à des potes, parce que pour leur faire plaisir, ou aussi parce que je leur fais confiance, parce que maintenant j'ai envie de bosser avec eux, etc. Et là, très récemment, en écriture, mais parce que c'était pas un projet à moi à la base, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça, mais j'ai avec Boris, qui ouvre une chaîne YouTube. Boris et Gabi, allez vous abonner. Exactement, ça va être génial. En fait, on s'est posé en mode, viens, on écrit un truc, mais un truc facile à faire. Ça prend 20 minutes à écrire, 1 heure à tourner, on s'en fout, histoire de faire un truc, quoi. Et en fait, on a passé 5 heures à écrire un truc où on s'est trop marré. Et en fait, où on rebondit sur les idées des autres, on explore complètement les idées de chacun, c'est-à-dire que quelque chose qui me serait pas venu à l'idée, mais en fait, je me rends compte que ça va vachement m'inspirer, et si j'avais été tout seul, j'aurais jamais pu partir là-dedans. Ou alors, une idée sur laquelle je vais être buté, il va me dire non, mais en fait, elle est pas bien du tout, cette idée, on va nulle part. Et du coup, ça me permet d'aller chercher le meilleur de ce que je peux sortir, et d'aider l'autre à sortir le meilleur de ce qu'il peut trouver, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Mais, je répète, j'ai pas fait ça encore sur des projets personnels. Ouais. Je sais pas si j'y arriverai de la même manière, mais en tout cas, c'est hyper stimulant d'écrire à plusieurs mains, quoi. C'est un truc auquel je me suis pas encore frotté et j'aimerais bien commencer incessamment sous peu, selon l'accord des personnes. À la fin de ce podcast. Surprise, qu'est-ce qui va se passer? Et pour le coup, c'est quelque chose. Alors, moi, j'ai déjà composé à plusieurs, pas composé musicalement parlant, mais dans le sens faire une mise en scène à plusieurs, qui déjà, je trouve, te pousse vachement à un aspect créatif que t'as pas forcément, dans le sens où y a quand même une petite partie de ton ego qui a envie de dire hey, faut que je montre le meilleur de moi-même, parce que là, on fait ça à plusieurs, tu vois. Carrément. Et ça te pousse bien. Et il te sort des idées auxquelles t'aurais jamais pensé seul, et en même temps, c'est aussi très intéressant qu'on te dise non, mais ça, en fait, laisse tomber. Genre, oui, t'es bloqué dessus, il faut que tu la sortes, mais en fait, non, ça ira nulle part, quoi. Et tu veux dire que t'as pas envie d'être celui qui baisse le niveau général du groupe, quoi. T'as pas envie, t'as toujours envie d'être dans les porteurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'as envie d'être la bête devant la charrue, et t'as pas envie d'être le gars qui court derrière, quoi, quand t'es dans un groupe. C'est ce que toi tu ressens quand tu écris à plusieurs. Quand t'écris à plusieurs, t'as cette stimulation où, en fait, dès qu'il y en a un qui va être un peu à court d'idées ou quoi, il va vouloir remonter. Donc il va avoir quand t'es tout seul, t'as pas ça, alors que quand t'es à plusieurs, tu vas vouloir remonter dans le wagon le plus vite, et pas te laisser perdre. Et enfin, c'est en ça que c'est stimulant aussi, c'est que t'as pas envie d'être celui qui est derrière à regarder les gens avoir des idées. Ouais, carrément. Mais ça, c'est fou, parce qu'en fait, il y a des fois où quand tu travailles en groupe, et ça, pour le coup, c'est pas que dans la création, même on parle des TPE du collège. Super. Est-ce qu'on parle des travaux de groupe à l'INSEC en communication? Non. Où pour le coup, en fait, il y a des fois des groupes où t'as forcément des personnes qui vont se positionner en leader et forcément des personnes qui vont se positionner en suiveur. Et parfois ça marche pas, cette histoire-là, et parfois ça marche vachement bien, parce qu'en fait les suiveurs sont d'accord avec tout, ils sont quand même motivés, et les leaders sont contents parce que c'est leurs idées qui sont prises. Après, d'un avis personnel de ma part, je trouve ça du coup moins enrichissant, vu que ça reste quelqu'un qui crée le truc et les autres qui le suivent. Mais il semblerait que toi, dans les projets dont tu parles, pour le coup avec Boris et Gabi, il n'y ait pas forcément ça, et que ce soit un peu les idées qui viennent de tout le monde. Est-ce que c'est facile à gérer ça, d'un point de vue... Enfin, même si je vous connais, donc je sais que vous êtes plein de bienveillance et que vous êtes potes et que du coup ça marche bien. Mais est-ce que dans l'absolu, cette idée de 3 leaders, est-ce que des fois ça se confronte peu trop? Attention, c'est vraiment eux, ils ont leur chaîne, ils écrivent et tout. Ouais. Et moi, perso, c'est arrivé une fois pour l'instant, ou peut-être 2, ou un truc comme ça. Où on écrit ensemble. Après, moi, j'hésite vraiment pas sur le plateau ou quoi à leur dire quand il y a un truc qui marche pas, et on se fait des brainstorms. Et là, pour le coup, il y a une espèce de réécriture à 3 mains, enfin 3 paires de mains, etc. Quoique non, on n'est pas tous ambidextres. Et là, je retrouve encore ça. Mais ça se fait sur le plateau et tout. C'est pas vraiment écrire sur table et tout. C'est vraiment, ça se fait. On se prend une demi-heure de pause et on réécrit un peu la fin parce qu'on trouve qu'elle est un peu faible par rapport à ce qu'on pourrait faire, etc. Mais moi, je suis pas là pour écrire avec Boris et Gabi. Et c'est juste là, ça s'est fait parce qu'on avait trop envie. Et puis il nous restait un peu de temps devant nous, quelques bières, on se lâche, quoi. Mais voilà. D'accord. Mais sinon, pour répondre à ta question, qui était
Quelle est la couleur de du cheval blanc micro? d'Henri IV. Il est noir. Cheval blanc d'Henri IV qui est rouge d'ailleurs, qui n'est pas blanc. Bienvenue, point culture. Quelle était ma question? Ce que tu me disais, c'est pas trop difficile. Oui. Par rapport aux égos, tu veux dire? Je pense pas que ce soit forcément une question d'ego, ça peut, mais pour le coup, je pense pas que ce soit vraiment une question d'ego, mais juste une question de quand, dans ta personnalité, tu te positionnes en tant que leader ou que suiveur et que dans un groupe, il y a plutôt que des personnalités de type leader. Est-ce qu'à un moment, ça se confronte de manière négative ou est-ce que même la confrontation reste toujours positive? J'ai parlé beaucoup dans cette question qui était très longue et très vite, est-ce que ça va toujours? Oui, c'était très clair. Moi, je pense que c'est pas négatif d'avoir du conflit. Tant que ça reste du conflit bienveillant et argumenté et qu'on se comprend tous. Moi, je sais que, par exemple, l'ego, c'est important. Je pense que quand tu veux faire de la création, il faut que tu aies au moins l'ego de te dire que ça vaut le coup de le faire, tu vois. Il faut que tu dises, ce que je fais, c'est bien, ça vaut le coup, les gens peuvent aimer et tout. Et moi, j'ai toujours été beaucoup soutenu, entouré de gens qui étaient des gros faiseurs. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire tout ce que j'ai fait déjà assez tôt. J'ai pu faire des trucs trop cool avec des gens trop cool. Parce que c'était tous des faiseurs. Et que les leaders se noyaient entre eux, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ça se diluait. Et avec Boris et Gabi, en l'occurrence, tout le côté égo, etc. Moi, je sais que tous les gens avec qui je suis, tout ça, je sais qu'on a de l'ego parce qu'on fait des trucs et qu'on se kiffe, tu vois. On adore ce qu'on fait entre nous, etc. Et c'est que du positif. Et dès qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, on a vraiment une raison de pas l'aimer. Donc du conflit va naître un point de vue, va naître quelque chose qui va faire avancer l'autre ou même nous-mêmes, ou alors même on va se demander pourquoi j'aime pas et tout le monde aime et tout ça, et en fait je me rends compte que parce que je suis plus comme ci ou comme ça, etc. Et du coup ça fait beaucoup plus de positif que de négatif, quoi. Et j'ai jamais connu, je crois que j'ai jamais connu genre un conflit où on stoppe tout, on se dit en fait on n'est pas du tout fait pour faire ça ensemble, quoi. Mais peut-être parce que je suis un peu frileux et que du coup, j'attends d'être sûr avant de m'engager dans un projet avec quelqu'un. Ou parce que tu t'entoures que des personnes qui pensent un peu comme toi, dans le sens où même si à un moment t'as un conflit, c'est pas grave et ça continue quand même et ça peut aller plus loin. Parce qu'il y a des gens que ça bloque vite. Après, je dis tout ça, mais en vrai, quand je fais un film, je suis insupportable. Faut pas me contredire, quoi. Non. Mais je pense que c'est important. Et cet ego que j'ai sur les tournages ou en écriture et tout ça, je pense qu'il est important. Parce que je vais quand même accepter ce qui va venir vers moi. Mais je vais avoir l'ego de me dire mais non, mais si j'ai eu cette idée à la base, c'est que ça a du sens et tout. Il faut que je m'y tienne, etc. Donc voilà. Il faut avoir du recul, mais de l'ego aussi. Je pense que c'est important. Ok. Mais pour le coup, je veux bien rebondir sur la discussion que tu as engagée sur l'ego. Quand tu as dit... Putain, c'est tellement compliqué de parler d'ego et tout. Ah ouais. Quand tu as dit que à partir du moment où tu crées, où tu présentes des choses, il faut avoir un minimum d'ego, sinon tu n'oses pas le faire. Ça, je trouve ça méga intéressant et méga important parce qu'il y a tellement de monde, et alors pour le coup, ça part un peu dans le féminisme, mais il y a beaucoup de meufs qui ont cette espèce de syndrome de l'imposteur où elles ont des idées et qu'elles se disent non, je vais pas le faire parce qu'elles flippent et parce que justement la question elle est même pas de se dire que ça peut plaire à des gens, la question elle est de se dire que il y a aussi le côté je vais me ridiculiser, quoi. Je suis en train de sortir quelque chose qui est hyper intérieur. C'est ça. Quand je fais un truc comme Hades où j'ai jamais vécu le suicide assisté, je me dis mais en vrai je suis qui pour parler de ça et tout, ça a aucun sens. Et mais toi, là, il faut bien que tu remballes ton ego au moment où tu te dis merde, j'ai quand même des choses à dire, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec. Ouais, c'est clair. Et quand tu parles des meufs qui osent pas et tout ça, mais je pense qu'il y a aussi le fait que on est dans une société où on n'a jamais trop laissé les meufs faire. Et c'est maintenant, il faut que ça bouge et il faut qu'elles toutes elles fassent plein de trucs. Comme ça, on gagne 10 ans sur la cause. Et dans 5 ans, on n'a que des trucs de qualité et l'égalité dans le monde. Et ouais, alors, tu as raison. De notre côté, ça dépend pas que des meufs qui font des choses, ça dépend aussi de ceux qui produisent. C'est sûr. De ceux qui diffusent. Faire des trucs aux meufs, les mecs. Non, c'est vrai. Et ouais, le problème, il est partout. Et plus les diffuseurs et les producteurs, ils mettent pas en avant les meufs, et moins les meufs, elles osent faire. Mais voilà, il y a plein de choses qui bougent. On avance déjà, c'est cool. Bah ouais, carrément. C'est cool. Et du coup, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de rebondir sur un autre sujet. Après une discussion, du coup,
ce samedi soir dans un bar. Non, jamais je bois pas d'alcool, maman. Dans un bar bordelais nommé le Starfish. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération. Tu dis tellement de trucs. Tu m'as. Alors, je sais plus exactement où on en était dans cette discussion. On en était au 4e verre. Non. Oui, sûrement. Anthony venait de faire une blague salace. Putain, Anthony, il faut que tu l'invites aussi. Ouais, c'est prévu, Anthony Tellement Lopez, bien. c'est prévu. Il me tarde d'entendre ton émission, Anto. Je sais plus où on en était dans la discussion, mais où tu m'as dit que en fait, tu te posais la question quand t'écrivais de se dire, ok, donc là j'ai un rôle, ça peut être soit un mec, soit une meuf, et ben je fais en sorte que ce soit une meuf. Ouais. Je sais pas si c'est un peu du racisme ordinaire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'entends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ouais, je fais ça. Je me dis, bah, ça pourrait être un mec ou une nana, ça changerait rien. Du coup, autant filer le rôle à une nana. T'as tellement de comédiennes qui veulent tourner, autant les faire tourner. Je sais pas. C'est intéressant. C'est grave intéressant et c'est chouette parce que c'est vrai que pour le coup, pour être à l'affût des castings, la plupart du temps, on cherche des mecs, quoi. Genre, c'est ultra rare les castings qui te proposent un rôle de meuf ou alors c'est des trucs assez ratio. Bah, j'essaie surtout de pas créer des rôles féminins qui sont des rôles féminins, mais qui sont des rôles. Ouais. Ça, c'est trop intéressant. Et du coup, quand tu l'écris, tu te concentres là-dessus, du fait que en fait, ton rôle soit pas forcément genré? Bah, déjà, au début, je l'écris, c'est un mec. Ouais. Et après, hop, j'en fais une nana et D'accord. Du coup, il est pas genré, quoi. Parce qu'en fait, je me dis, pourquoi c'est un mec? Bah, c'est un mec parce que je suis un mec et que j'ai envie de me voir parce que tu pars de toi en tant que personne. C'est normal. Voilà. Et du coup, je me dis, c'est tout. À aucun moment, son pénis ouvre une porte magique ou quoi que ce soit. Donc, c'est beau. Viens, c'est une meuf, en fait. Et du coup, bah, je me dis, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je dois changer des trucs ou quoi? Généralement, bah non, puisque j'écris des rôles qui sont pas forcément très genrés. Et il y a d'autres fois aussi où j'écris un rôle, je veux que ce soit... Le zèbre, c'était un mec à la base. Ouais. Et je trouve ça 1000 fois plus intéressant que ce soit une meuf pour parler de sa relation avec le deuxième personnage. Enfin bon, bref. Oui. Et... N'en dis pas trop. Et d'autres fois, par exemple pour Bar, bah là, j'ai écrit une meuf parce que j'ai connu des meufs qui étaient comme ça et tout. Et du coup, bah, ça part de là. Donc du coup, ça part vraiment d'un personnage féminin. D'accord. Mais dans l'idée, j'essaie toujours de mettre un personnage féminin au lieu de mon personnage masculin. Surtout un personnage principal. Ok. Puis voilà. Puis d'essayer de suivre quelques règles, d'essayer de casser les trucs de boyfriend, etc. Ouais. Enfin, d'enlever tout ça, quoi. D'effacer. Parce que déjà, moi, ça me fait chier à regarder dans les films. Genre, tu te dis, t'as un film qui est trop bien, le concept est génial. Tu sais, c'est comme ces jeux vidéo où tu dis, putain, j'ai acheté le jeu Aladdin, j'adore le film Aladdin, ça doit être trop bien. Et en fait, tu regardes et c'est un platformer lambda, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, c'est ça avec plein de films où tu dis, putain, le concept est génial. En fait, c'est un mec, et en fait, enfin, je sais pas, n'importe quel concept. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste une histoire d'amour banale à l'intérieur du concept. Ouais. Et ça me fait trop chier. Et du coup, moi, j'essaie d'enlever tout ça. Voilà. C'est drôle parce qu'hier j'étais en train de lire du coup le livre que tu as vu sur la table de mon salon, Save the Cat de Blake Snyder. Yes. Et c'est alors lui c'est un livre qui est méga intéressant quand t'écris, qui met surtout, à mon avis, je l'ai pas encore terminé, donc peut-être que mon avis va changer d'ici la fin. Mais qui pour moi pour l'instant met surtout en avant comment faire un film qui fonctionne. Et un film qui fonctionne aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas forcément un blockbuster, mais c'est un film à l'américaine avec des codes assez précis et souvent respectés et rarement cassés, parce que dès que tu casses des codes, ça part dans le cinéma à réessai. Et du coup, évidemment, tu fais moins de place au box-office. Et lui, justement, il a un espèce de schéma comme ça pour tous ses scénarios, où déjà, il part sur une base de 110 pages pour un scénario. Et en fait, chaque truc arrive à un numéro de page précis. Avec des personnages qui sont ultra stéréotypés sur plein de trucs. Alors pas stéréotypés genrés, mais enfin en l'occurrence si un peu. Lui, il t'en parle en mode c'est comme ça que je fais. Enfin où il le dénonce. Il t'en parle en mode c'est comme ça que je fais et c'est comme ça qu'il faut faire si tu veux vendre un film. Ouais, vendre un film, il a raison. Hein. Moi, il a raison. Tu vois, moi mes films ils marchent pas. Hein. Après, en plus, c'est horrible parce que je parle d'ego tout à l'heure. Maintenant, on dirait le gars qui ça. Non, mais non. En vrai, je fais des tout petits films dans mon coin. mais on s'en fout. Mais moi, ça, quand je vois les maths dans le scénario, ça me fait chier. Quand je me dis, ouais, bah, en fait, là, on est à tel acte. Là, il va rencontrer tel personnage. Ouais, bah, en fait, ce personnage, il va devenir ça. Ça m'ennuie un peu. Je trouve ça trop dommage, en fait. J'ai envie d'être surpris,
Donc j'ai envie que soit ça parte sur autre chose, soit ce soit pas du tout une histoire que j'ai déjà vue ou des trucs comme ça. Quand je suis spectateur. Après, tu regardes mes films, je suis sûr on retrouve gavé de schémas, etc. machin. Mais en tout cas, moi en tant que spectateur, ça m'emmerde un peu. En fait, dès que je tombe dessus, le film baisse dans mon estime. Ouais. Dès que je vois les maths dans le scénar, ça redescend quoi. Je comprends. Je comprends. Moi, personnellement, j'ai moins d'attentes du coup quand je sais que c'est un truc qui va être calculé comme ça. Comme par exemple tous les Marvel. Je suis méga fan de tu Marvel. vas pour faire la sieste si t'es fatigué quoi. Non, c'est pas vrai, j'adore Marvel, c'est génial. Donc, personnellement, j'adore, mais j'ai tellement peu d'attentes qu'en fait, j'ai pas de mal à adorer. Ouais, même quand ils se sont chiés, et ben, ça m'a quand même plu parce que j'ai aucune attente, parce que je sais que ça va bien finir, même si, oh là là, non, on va pas spoiler. Non, mais t'as raison même parce s'il y a quelqu'un qui meurt, oh là là. T'as raison aussi pour le coup parce que moi aussi j'adore aller au cinéma juste pour le spectacle. Ça m'arrive très souvent, j'adore faire ça, j'adore me poser, enfin j'adore ça. Mais tu vois, je sais que c'est pas les films qui me marquent le plus. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais par exemple en termes de musique, tu vois, quand j'ai une musique de film dans la tête, c'est jamais trop une musique de blockbuster ou quoi. C'est plutôt un morceau qui a été utilisé dans une BO ou des trucs comme ça, de films un peu plus d'auteur ou quoi. D'accord. Et donc je sais que c'est le spectacle quoi. C'est comme quand tu vas à un festival de musique, t'as les têtes d'affiche, tu vas les voir et tout, c'est cool. Mais le vrai pur concert où t'as kiffé, où t'as rencontré des gens, où c'est bizarre, c'est les tout petits trucs confinés dans une vieille salle des fêtes chelou dans un village, tu vois. Voilà, c'est pareil avec ma relation avec le cinéma. Mais je vais voir gavé de... On est à Bordeaux, les gars. Ouais. Je vais voir énormément de blockbusters et tout. Hein. Je vais tout voir, j'adore. Hein. Mais parce que j'adore le cinéma, j'adore le spectacle et tout. Et j'adore l'image. Mais les films, j'ai réussi à faire cette introspection sur moi, me demander qu'est-ce qui me plaît vraiment et tout ça, à force de tout voir. Et je sais que les films que j'aime le plus, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. D'accord. Est-ce que tu vas voir du théâtre des fois ou pas ? J'y vais plus trop, non. Mais il y a une époque où tu y allais pas mal ? Ouais, il y a une époque où j'y allais pas mal, surtout l'époque où j'étais étudiant à Bordeaux. Ok. Où j'allais au TNBA ou quoi. Ouais. Et je vais pas trop au théâtre. Je crois que je vais plus voir des one-man shows maintenant, peut-être. Okay. Du stand-up. Ou du stand-up, juste, comme ça. Pardon, pour préciser, le TNBA, c'est le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, qui du coup... quand on parle de théâtre, chaque théâtre a une programmation dans un style un peu particulier. Après, je dis TNBA, j'allais à tous les trucs. Hein. C'était la prog en fait, à Montesquieu, ils nous filaient des places, quoi. Ah oui, cool ça. Ok. Du coup, oui, t'as fait un peu toutes les progs. Et ouais. Et enfin, j'ai fait un peu de tout. Et il y a des trucs qui m'ont grave marqué. Ok. Genre ? Déjà, il y a une époque, il y avait un film qui m'avait grave marqué qui s'appelait Bronson, de Nicolas Winding Refn. D'accord. Qui est l'histoire... c'est l'histoire d'un gars qui est fait pour la prison, quoi. Il est fait pour ça. Et lui-même se catégorise comme comment on appelle les gens qui sont en prison ? Le détenu. Comme le détenu le plus dangereux et tout. Et il adore se castagner avec les flics et tout ça. Et l'imagerie est dingue. C'est que je découvrais Nicolas Winding Refn comme ça. L'imagerie est dingue, les musiques sont top et tout. Et 1 an plus tard, je suis allé voir un Cyrano de Bergerac avec Toretton, qui était inspiré de Bronson. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est complètement transversal et tout ça. On peut vraiment tout faire avec tout. On est libre, on est hyper libre en art. On peut tout faire, c'est trop bien. Et j'avais vu aussi un procès. T'es dans la salle et tu vois le procès de Hamlet. Ouais. Et en fait, ils prennent des gens du public pour faire le jury et tout. Et tu peux te faire passer. C'est très long, c'est aussi chiant qu'un procès et tout. Ouais. Mais tu peux te faire passer toute la documentation et tout ça, c'est hyper écrit. Et chaque fois, les personnages qui sont qui jouent les victimes, les témoins, machin et tout, ils le jouent un peu différemment chaque soir, ce qui fait que ça va impacter le public différemment et ils vont avoir une sentence différente. Et c'est marrant de voir en fait que par exemple là le personnage féminin elle se lâchait complètement, elle était en mode racaille et tout. Ophélie du coup. Oui, c'était Ophélie. Yes. Et alors que le personnage masculin pas du tout, il était vachement dans la retenue. Et du coup, en fait, le crime, enfin, tout le monde a bien compris que tout, dans les témoignages et tout, partait du principe qu'il était coupable et c'était un crime et tout. Ouais. Mais il n'a pas été, a été relâché, quoi, tu vois. Il n'a pas été. Juste parce que le jeu des acteurs. C'est fou, ça part sur de l'impro, c'est trop intéressant, c'est trop bien. Ouais, c'était cool. C'est trop bien de faire des pièces comme ça, ultra interactives, c'est très intéressant. C'est mon futur fantasme. Ah, yes. J'ai trop envie d'écrire ça. Hey. Bien, fin d'émission, on écrit ça. Allez.
Alors du coup, si je te parlais du théâtre, c'est parce que tu m'as parlé du spectaculaire dans le cinéma, etc. Et c'est un dilemme qui revient souvent dans la communauté théâtrale relativement élitiste. Élitiste, pas dans le sens bourgeois qui vote à droite et qui paye 25 € la pièce au théâtre. Élitiste dans le sens initié, qui va régulièrement au théâtre et qui sait ce que c'est et qui a pas peur du théâtre, quoi. Et ouais, c'est quelque chose qui revient vachement souvent. En fait, il y a une espèce de barrière, comme si il fallait choisir son camp, soit entre quelque chose de très spectaculaire et de très divertissant, soit entre quelque chose de très politique et du coup, des fois presque. Enfin, il y a autre chose. Pour moi, l'opposé de spectaculaire, c'est pas forcément politique. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux avoir quelque chose de très intime et de pas politique et tout ça. Ouais. Mais pour rebondir là-dessus. En théâtre, il y a autre chose, c'est-à-dire que le spectaculaire au théâtre est vachement plus impressionnant qu'au cinéma, puisque tout est fait main devant toi et tout. C'est quand même autre chose, c'est un autre artisanat, quoi. Et du coup, il y a ce côté aussi fait main, artisanat, qui est là et qui évolue devant toi, etc. Où t'as des décors qui changent, des trucs, des gens qui volent et tout. Ou c'est autre chose, quoi. C'est vrai. J'avais vu une pièce que j'ai trouvée complètement folle, qui était une relecture de Peter Pan, où c'était un gars qui était catatonique dans son fauteuil, qui bougeait pas et tout, et un autre mec qui s'occupait de lui, mais tu sais pas si c'est son frère, son fils ou quoi, et il parlait dans une langue qu'ils ont inventée. Ouais. Et en fait l'idée c'est qu'il lui lit Peter Pan. Et en fait, ça part complètement en couille. Et à un moment, ils utilisent une espèce de grue élévatrice pour les patients. Ils l'utilisent pour le faire voler au-dessus du public et tout. Et c'est complètement fou. Alors que c'est vraiment c'est un truc ultra intime, avec juste la relation entre les deux personnages et tout. Le décor, c'est un lit d'hôpital et cette fameuse grue là. Et ils font plein de trucs. Ça part en délire total. Et à la fin, il le fait voler. Ça part dans le spectaculaire, mais à tout petit budget, et vraiment pour parler de l'intime, quoi, pour parler de cette petite relation. Et c'est trop fort. Et du coup, là, pour le coup, c'est l'idée de casser le concept pour moi, où tu pars d'un truc spectaculaire et en fait, tu vas vraiment aller raconter quelque chose d'hyper intime, quelque chose où tu te sens qu'à l'écriture, le mec, il a mis bien autre chose que ce que tu peux trouver généralement dans le spectaculaire, etc. Et il a utilisé le spectaculaire pour transcender ça, quoi, tu vois. Et moi, je trouve ça mce marqué de ouf, et je me suis dit, putain, mais c'est tellement ce truc-là que j'ai envie de faire dans ma vie. Et voilà. Trop cool. Bah vas-y, chaud. Parce qu'en fait, ce qu'on disait, ce que j'expliquais à Mélissa aujourd'hui même, donc c'est pour ça que il y a à peine 2 heures. Je l'ai en tête. C'est que je suis hyper nul pour écrire des trucs de commande. En tout cas, j'y arrive pas. Parce que moi, je pars toujours d'un concept qui me tombe dessus, quoi. Je suis dans le train, je suis en train de me faire chier dans le train, et hop, d'un coup, j'ai l'idée d'ADS qui tombe. J'imagine ces gens, tout ça, je repense à ce que je vivais quand j'étais à Bordeaux. Je pense à ces gens, je me dis, ah putain, ça peut être marrant comme concept, tout ça, et hop. Et en 20 minutes, 30 minutes, il y a le concept qui arrive, et j'écris là-dessus, et j'écris. Et ça me tombe du ciel. Enfin, ça me tombe du ciel. C'est Dieu qui me parle. Mais ça me tombe dessus, quoi. J'ai pas forcément choisi. Et du coup, je peux passer un an entier sans rien écrire. Et puis tout d'un coup, en 2 mois, j'écris 3-4 courts-métrages. C'est ce qui s'est passé là cette année. Mais par contre, dès qu'on me dit on voudrait faire un clip ou on voudrait faire ci ou ça, là, je deviens hyper nul, quoi. Et soit il faut que j'écrive à plusieurs, ce qui est déjà arrivé pour du clip ou quoi. Ou du coup, il faut qu'on rebondisse les uns sur les autres. Soit on me demande de le faire moi-même, et souvent des gens m'ont dit mais attends, mais toi tu fais ça, tu fais de l'audiovisuel et tout, moi je cherche quelqu'un pour m'écrire une pub, tout ça, je te paye, tu vois, je pourrais vivre de ça, et j'en suis incapable, je suis trop nul. Parce que moi j'ai un truc, en fait ça vient pas vraiment de moi, quoi. Moi je tire juste les ficelles de mes personnages. En fait je sais pas si en fait c'est comme si j'avais un pull en laine et ce pull en laine c'est une expérience dans ma vie, tu vois. Et j'ai un petit fil qui dépasse, et je tire dessus, et à force de tirer dessus, j'arrive à comprendre comment fonctionne le pull, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce pull, mais j'ai plus de pull. J'ai une pelote de laine, tu vois. Ok. Et du coup, je vais avoir 1 ou 2 pelotes, une rouge, tu vois, c'est quand j'étais gamin, il m'est arrivé ça, une bleue, ma vie amoureuse, des trucs comme ça. Et je me dis, putain, ce serait trop cool que je fasse une écharpe rayée, et je vais prendre la pelote bleue et la pelote rouge, et je vais les rejoindre, et du coup, l'écharpe, c'est mon concept. Et quand j'éclate le concept, il y a la pelote rouge et la pelote bleue qui sont ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai envie de raconter, etc. Et moi c'est comme ça que j'écris. Je vais avoir un événement dans ma vie que je vais digérer au bout de quelques années ou pas. Et un jour je vais avoir un concept, et en éclatant ce concept, je vais ressortir tous ces trucs qui me sont arrivés, quoi. En tirant sur mes personnages. Je me rends compte que mon personnage, en fait, elle est... Il est nourri de tes expériences. Oui, mais tu vois, j'ai un personnage qui ressemble à rien. En fait, quand je discute avec lui, je me rends compte qu'en fait il est hyper intéressant, il lui arrivait plein de trucs, et je me dis mais en fait
en fait, t'es chercheur au CNRS et t'es autiste et c'est trop intéressant. Dis-moi en plus et je puise là-dedans. Et il y a toutes mes peurs qui s'écoulent là-dedans, toutes mes frustrations, toutes mes névroses ou des trucs qui me sont arrivés qui s'écoulent là-dedans. Et en plus, je découvre des nouveaux trucs. J'en parle par exemple à l'autisme. Enfin, j'écris un truc sur l'autisme, etc. Et voilà, il y a tout qui va dans ce personnage, quoi. Alors, déjà, je tiens à dire que c'était une magnifique métaphore. Merci pour ça. C'est une métaphore filée. Ah, la bonne blague. Ouais, c'est coupé au montage. J'adore lui, mon nom, c'est gardé. Désolé. Super. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment tirer le fil, c'est ce qui me semble le plus imagé. C'est vraiment, tu tires un fil et à chaque fois tu découvres des nouvelles couleurs sur le fil, ouais. Tu vois des trucs. Et c'est vraiment ça, moi, c'est vraiment, je vais aller chercher sur mon personnage. J'ai même plus l'impression que ça vient de moi au final. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien où tu veux en venir. Voilà. C'est très intéressant. Eh bah tant mieux. Et bah tu sais quoi ? On va utiliser cette capacité pour commencer à écrire cette histoire. Sachant que je viens de dire que j'étais nul à cet exercice. Oui. C'est parfait. Non, mais alors on va essayer d'aller dans ton sens en fait, parce que donc déjà pour expliquer, parce qu'en fait le concept n'est pas du tout expliqué, c'est que à la fin de chaque épisode, il y aura normalement une histoire qui sera continuée d'épisode en épisode par l'invité et ou l'invité et eux, et qui idéalement l'été prochain sera filmée si c'est possible. Attention, parce que ça risque de se barrer en couille. Attention quand tu dis ça. Hein. Ouais, parce que l'été prochain, il y en a qui vont attendre et tu vas te retrouver avec un blockbuster à faire. Chafou. Alors pour le coup, non, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est que là on a vachement parlé du concept d'une histoire et... Fais comme si je rotais pas. Continue de parler à fond. Pour l'audio guide, Antoine ne fait que se retirer du micro pour roter. Vous feriez pareil à ma place. Donc ce serait cool d'inventer un concept. Moi pour l'instant la seule chose que j'ai, c'est 3 personnages. Peut-être que tu vas vouloir les démonter ces personnages. Attends, tant mieux si c'est le cas. Parle-moi un peu de ces gens-là. Ces gens-là. Pour l'instant n'ont pas de prénom. Ni de genre, ni de race. De race non, jamais. Moi quand j'écris je mets jamais de race. Et non, mais je veux dire pas qu'on en mette sauf dans les trucs historiques. C'est une autre discussion. Non, attends, je veux dire, ça peut être 3 chameaux là. Oh waouh! Non mais je demande, tu m'as dit 3 personnages. 3, oui c'est vrai. Ça pourrait être 3 globules blancs. Tout à fait vrai. Okay. Tu as tout à fait raison. Ce sont 3 humains. Après c'est infaisable l'été prochain. Du coup ça va être 3 humains. Ce sera 3 humains lambda. Tant pis pour eux. Donc s'ils ont un genre, alors ils sont genrés, sexués, ils sont cisgenres a priori. Sauf si tu décides qu'une personne devient transgenre, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas beaucoup de temps, alors ça me fait flipper. Vrai, ça me fait trop flipper. Ah, le stress. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait 3 personnages ? De base, il peut y en avoir plus. D'accord, bah tu veux qu'il y ait des personnages quoi. Ça peut. Non mais c'est vrai, ça aurait pu être juste l'histoire de rien aussi. Tu vois. C'est vrai. On aurait pu parler de quelque chose de très intéressant sur le rien. Ce sera un autre épisode. Mais on va pas le faire. Flemme. Alors, pour le coup, il y a un espèce de début d'histoire sans qu'il y ait de concept. Et ben voilà. Ça m'intéresserait de ouf. C'est là où je voulais en venir. Que toi, tu aies envie d'avoir d'imposer entre guillemets ce concept-là. Attention, parce que là, t'es en train de faire écho à tout ce que j'ai dit avant. Ouais. Mais oublions, hein. Ouais. Parce que, oublions, c'est de la théorie. Parce que là, moi, je vais rien réussir à faire. Vas-y, dis-moi tout. Donc là, t'as un début d'histoire avec 3 personnages. Voilà. On vient de croiser les bras tous les deux en même temps. C'était super cinématographique, mais vous avez rien vu. Donc on a un jeune homme, homme qui a fait ses études à Paris, qui a grandi à la campagne, mais qui a fait ses études à Paris, qui a commencé à travailler à Paris. Enfin, la vie relativement normale, quoi, jusqu'ici. Dis donc. Bah, n'impose pas tes propres normes. Moi, je n'habite pas à Paris, monsieur. C'est vrai. Et épuisé de la vie parisienne, comme beaucoup, décide de revenir dans sa campagne. Quand il revient, il rencontre une de ses amies d'enfance. D'accord. Qui lui présente une autre nana. Ok. Le truc important, je pense, mais qui peut totalement être démonté aussi si ça ne te plaît pas comme idée. Je sais pas du tout, allez, vas-y. C'est que sa pote d'enfance, il s'avère que elle est ultra chelou, genre elle est folle. Elle est vraiment folle, mais d'une manière psycho, quoi. Ok. Elle est psycho-folle. Elle est psycho-quack. Elle est psycho-quack. Ok. Et que j'ai pas forcément envie qu'il se lie une histoire d'amour entre le gars qui revient à la campagne et la pote de la pote d'enfance. Ok, donc la folle, les folles baissent pas. Pourquoi pas ? Parce que moi je peux te dire que ça arrive hein, des fois. Sans déconner. Ouais, et c'est fou. Mais d'accord, ok.
Voilà, ça ne met... C'est tout ce qu'on a? C'est tout ce qu'on a. Oh là là, y a personne qui est à cheval ou quoi? C'est en quelle année? C'est aujourd'hui. Ah putain, donc il est pas à cheval. On peut démonter ça si tu veux. J'avais tout un truc avec des chevaux, mais vas-y, c'est pas... je déconne, c'est pas vrai. Ça va être chiant à tourner. Mais... c'est pas vrai du tout, non. Non, ok, en fait, le mec, il est parti à Paris pour faire ses études. Ouais. Et il est revenu en mode Paris, c'était pas bien. Et quand il revient, il est vu comme un échec par les gens. Ou pas? Ou genre. Est-ce que t'as envie d'instaurer ça? Bah, je sais pas si c'est très bienveillant. Déjà. Alors non. Mais lui, il est venu parce que c'était mieux pour lui. Et les gens, ils le comprennent peut-être pas. Les gens, ils se disent, bah en fait, t'as rien réussi à Paris, quoi. Ok. Soit on peut partir comme ça, soit sans que ce soit malveillant pour lui. Ça peut aussi être juste les gens qui se disent, non mais mec, en fait, t'avais une vie de ouf et c'était trop bien, pourquoi tu reviens, tu vois. Bah ouais, pourquoi t'as tout laissé? Le burn-out, quoi. Ouais. T'étais en train de te faire des 10K jours. Si seulement. C'est un film, alors on va dire 20K heures. Allez. On fait ce qu'on veut. Parce que t'avais monté une start-up. Il venait de la Kedge à Bordeaux, c'est ça? Ah non, il a fait une. Non, il a fait ses études à Paris. Il a fait ses études à Paris. T'as fait des études à Paris. Il y a peut-être la Kedge à Paris. T'as monté un super concept qui a trop marché à Paris et tout. Tu t'es fait des couilles en or. Et pourquoi tu reviens à Paris? Et pourquoi tu reviens à Bordeaux? Et du coup, il revient à Bordeaux pour retrouver un truc. Bah, il revient à Bordeaux parce qu'en fait, il supporte plus forcément la vie parisienne et le stress que ça implique. Ouais, mais pourquoi à Bordeaux? Pas à Bordeaux, à sa campagne, pardon. C'est moi qui ai dit Bordeaux? Non, mais c'est parce qu'on est trop attachés. Ouais, parce qu'en fait, beaucoup trop amoureux de cette ville. Je viens de me projeter sur le personnage. Et du coup, comme j'ai envie de rentrer à Bordeaux, ça ressort là. Non, mais oui, d'accord, il revient dans sa campagne, mais du coup, il a envie d'y retrouver quelque chose dans sa campagne. Tu vois, je pense qu'il y a un truc de son enfance ou quoi, où il se dit, mais en fait, à cette époque-là, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'avais pas le confort que j'ai et tout ça, mais j'avais quelque chose qui me rendait heureux et maintenant je le suis plus. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup il rentre à la campagne pour retrouver ça, et ça peut être cette quête, sa quête personnelle, c'est je ne comprends pas ce que je cherche, mais je sais que c'est là, quoi. Je sais que c'était pas là-haut à Paris, dans ma tour d'ivoire avec mes 20K jours. Et peut-être que la folle, c'est horrible de l'appeler la folle. Mais on peut lui retrouver des prénoms si tu veux. Mais je pense que la folle, elle peut vraiment l'éveiller, parce que c'est avec une confrontation avec cette frontalité là que lui, tout ce que lui, en quoi il a cru à Paris et qu'il essaye de perdre, bah ça va complètement exploser au contact d'un personnage comme la folle. Ouais. Et mais je sais pas quoi faire de l'autre meuf qui m'a l'air insipide. Elle peut arriver plus tard. Ouais. Et mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que cool c'est genre sa pote d'enfance qui va recréer les liens, le rattacher à sa campagne et tout ça. Et donc quand il revient, il se retrouve et tout en mode... Enfin, je sais pas, tu vois, il est perdu, il sait pas où aller. Peut-être qu'il a même plus ses parents, tu vois. Ouais. Et en fait, il arrive et il y a cette meuf qui... Putain, mais c'est toi, Damien, de la Kedge. Pardon pour cette ref très personnelle. Mais il dit, ah ouais, tout, qu'est-ce que tu viens et tout. Et puis après, il rencontre la folle par le biais de sa pote. Et peut-être qu'il va trouver un petit boulot ou un endroit où vivre ou quoi grâce à sa pote. Et dans l'univers de sa pote existe la folle. Et du coup, lui, il essaie de plonger dans l'univers de la folle pour essayer de comprendre ce que lui, il est venu chercher à la campagne, quoi. Parce que peut-être que ce qu'il est venu à chercher à la campagne, c'est pas des gens, c'est pas un métier ou quoi, mais c'est un état d'esprit. Je pense que quand tu dis la folle, je pense qu'elle est juste libre. Elle est juste, elle va un peu comme dans Pieds nus sur les limaces ou quoi, où elle a un univers elle a un univers à elle, où genre les animaux les plantes peuvent lui parler parce qu'elles ont des choses à dire, parce que la nature a quelque chose à dire, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas du tout. Okay. Mais que du coup, elle a un univers qui est à elle et tout, mais elle est complètement libre là-dedans, tu vois. Et du coup, elle est complètement libre avec les gens, dans sa relation avec les gens, de faire exploser son univers et de déborder son univers sur les gens, etc. Et c'est pour ça que les gens la catégorisent comme une folle. Parce qu'en fait, juste, elle nous raconte des trucs qu'on comprend rien. Elle fait parler le cendrier quand on est en soirée, des trucs comme ça. Okay. Et en fait, pour elle, ça a énormément de sens. Et lui, en allant chercher le sens de son univers à elle, il va découvrir son sens à lui, tu vois, peut-être.
Alors, je suis ravie de ce début d'histoire. Je sais pas du tout où on peut aller. Il n'y a aucun dialogue, rien, vous démerdez derrière. C'est très bien parce que tu as bien posé les bases avec le contexte. Ce sera donc Boris de Leigara qui fera la suite. Allez, et qui jouera Damien de la Quête. Il s'appelle Damien, il vient de la Quête, le personnage, voilà. Pas forcément pour les prénoms. Et la folle s'appelle La Folle. Si des gens nous écoutent, on sait jamais, et qui peuvent mettre des commentaires dans les podcasts, et bah dites-nous des idées de noms, ça peut être cool. Et c'est alors ce qui est ouf, c'est que moi quand je disais une folle psycho, c'était dans le sens négatif, dans le sens elle a envie de buter des gens quoi. Ah merde. Et non mais du coup c'est trop bien que tu sois parti dans le côté positif. C'était pas très bienveillant de tuer des gens. Non, mais c'est tellement cinématographique. Peut-être qu'ils vont trouver, peut-être que la fin de leur quête c'est que en fait ils se rendent compte que leur univers n'est pas fait pour les hommes et qu'ils vont essayer de tous les décimer. Pourquoi pas? Enfin, ça, coup, j'aimais bien le fait que en fait, ce soit juste une personne normale mais qui s'assume complètement et qu'on n'a rien à faire du regard des autres. C'est méga intéressant. Bah, c'est les gens les gens quand ils disent non mais elle est folle et tout. Les gens qui sont autour de moi, en fait, je me rendais compte que c'était juste des gens qui étaient vraiment très libres et qui étaient aussi très névrosés la plupart du temps. Mais ils sont libres quoi, ils aiment ça. Tu sais quand on dit il est bizarre et tout. Ouais, complètement. Même moi on m'a souvent dit que m'ont trouvé bizarre et tout. Ouais, en fait, et moi donc. Tu vois, donc voilà, pour moi du coup quand t'as dit la folle ça résonnait direct comme ça quoi. Mais tuons des gens, hein, j'adore hein. Et ben écoute Antoine, je pense qu'on a fini cette histoire pour aujourd'hui et qu'on a même fini ce podcast. Ouais. Merci, c'était trop cool. Merci, c'était trop intéressant. C'était très court. Je reviendrai pour un 5 heures de 5 heures de podcast. Ouais, je sais que nous on aura d'autres discussions des samedis soirs au Starfish. Tous les samedis retrouvez-nous au Starfish. La première fois que tu l'as entendu, c'était au Starfish. Oh c'est génial, j'adore. Trop bien. Donc et bon courage à tous les prochains pour continuer mon histoire de. Yes, bonne chance. Si. Mais non, mais Antoine Maille, oui. Où est-ce qu'on peut te trouver enfin? Je vais pas dire parce qu'il y a des gens qui me cherchent en plus. C'est chaud. Est-ce que t'as le réseau social sur les internets nationaux? Non, j'ai rien du tout. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Antoine Maille, c'est tout. J'ai rien. T'as pas de chaîne YouTube? Non, non, là dis pas ma chaîne YouTube. Ah d'accord. Okay. Non, en fait, vous pouvez pas trop me retrouver. Démerdez-vous. De toute façon, si vous écoutez, vous me connaissez sûrement. Je vous passe le bonjour. Et puis voilà. Il y a rien à voir de toute façon. Laissez-moi tranquille. C'est si mignon. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Tu peux aussi mettre de petites étoiles et de petits commentaires sur Apple Podcast, si tu es en possession de cette application. Ça file un bon coup de main parce que ça fait remonter les podcasts et tout, c'est chouette. Mais surtout, tu peux aussi en parler avec tes potes, tes proches, tes amis, tes potos. Je ne sais pas quoi dire d'autre comme synonyme. Tes fanfrelins. Tes bons vieux bros. Tes bons vieux bros. Parce que le bouche à oreille, c'est méga important et c'est ça qui fait que ça marche. Et c'est chouette. Et il n'y a que ça de vrai, ma gueule. Sinon, tu peux aussi suivre les actus du podcast sur Instagram, sur Dontapat _8, c'est ça? _ podcast, Dontapat podcast. @gmail.com, envoyez des mails. Et tu peux aussi retrouver le podcast sur YouTube, sur ma chaîne personnelle à moi, donc sur une chaîne en cherchant Mélissa Brézé. Tu tomberas aussi sur d'autres trucs. C'est tellement approximatif. Tapez dans Google et débrouillez-vous. Vous tapez podcast. Ce truc va être coupé toutes les 3 secondes. Vous pouvez nous retrouver. Donc vous pouvez retrouver le podcast tout d'abord sur Facebook, sur la page Radio d'Idées. Sur le site internet de Radio d'Idées qui est www.radio-didee.fr. Si jamais vous êtes le genre de personne qui tapez les adresses en haut sur la barre plutôt que de chercher sur Google, contactez-nous, je vais vous rencontrer. Qui fait encore ça à notre époque? Moi je fais ça. Waouh. Mais parce que tu sais, sur Mac c'est Google direct en fait, la barre en haut. Et sinon sur l'Instagram de Radio d'Idées, sur l'Instagram Dontapat-podcast et sur le YouTube de Mélissa Brézé. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.